On est au 4e épisode? Oui, madame. Alors, attention, ça commence dans 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue au 4e épisode de Consulte Foi IPIB, super épisode avec Valérie Marchand, Jean-Cédric Caille. Et là, vous ne voyez pas, mais c'est comme ça. Et puis, il y a Fred, et puis il y a Sigvé. Et bienvenue à cette 4e édition remplie d'énergie. Yes. Alors, pour ceux qui n'ont pas pris de café, c'est le moment d'y aller. Pour ceux qui regardent, eh bien, vous pouvez aussi prendre un café ou faire ce que vous voulez parce que de toute façon, on ne vous voit pas. Donc, aujourd'hui, au programme, deux invités qui sont proches de notre cœur et en fait qui étaient aussi à l'époque très proches de moi physiquement puisque Valérie travaillait au Cristal, Jean-Cédric travaille toujours au Montville, travaillait au Gaude et puis vous connaissez forcément Frédéric. Alors, avant de rentrer… oui, oui, forcément. Attends, qui ne te connaît pas, Fred? La star, c'est la star. Au moins. Voilà. Au moins, ok. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, comme je disais pas la semaine dernière, non, à l'autre podcast, j'aime bien toujours faire des petites introductions. Donc, j'ai fait mon LinkedIn Stalker, j'ai été sur le profil de Valérie, sur le profil de Jean-Cédric pour que j'ai l'air que je sois préparée, ok? C'est ce qu'on fait en général. Et donc… on va faire une petite présentation brève. Donc là, Valérie, tu es rendue chez Marriott, mais c'est sûr que tu as passé une bonne partie de ta carrière au Cristal, voisin du Novotel Montréal Centre, où j'ai exercé. On dirait un peu un médecin, où j'ai exercé. Pratiqué. Oui, j'ai pratiqué. Et donc, parle-nous un petit peu rapidement de ton parcours et comment tu es arrivée en fait chez Marriott et ce que tu fais exactement chez Marriott. Oui, donc comme tu as si bien dit, j'ai pratiqué presque 10 ans de ma carrière à l'Hôtel de Cristal. J'ai évolué au sein de vente et marketing. J'étais 6 ans la directrice vente et marketing au Cristal jusqu'à juin 2019, donc l'année passée. C'était vraiment un choix plus stratégique, vouloir apprendre autre chose, vouloir apprendre comment les brands fonctionnent, comment une grosse boîte fonctionne aussi dans l'hôtellerie. Et ce poste-là chez Marriott, c'est au niveau corporatif, donc on n'est pas dans un hôtel directement. C'est Field Marketing Manager et je m'occupe du marketing de 14 hôtels dans différentes destinations. Fait que ça me fait apprendre d'autres marchés, ça me fait apprendre différents brands, c'est super intéressant. Donc, d'où pourquoi j'ai fait le move il y a un peu plus d'1 an. C'est assez rapide. Écoute, c'est parfait. Et tu sais, ce que j'ai beaucoup aimé, puisque là, j'ai l'occasion de parler un peu, quand j'ai regardé ton profil, j'ai trouvé qu'il était quand même très similaire au mien. C'est-à-dire que quand tu as été au Cristal, tu as fait quand même tous les postes qu'il y avait. Donc, tu as coordonné, tu as vendu et finalement, tu as lidé ton équipe. Et ensuite, tu es parti. Tu as fait comme moi. Voilà. Exactement. Exactement. Et donc, moi, j'ai été un peu chez Marriott et puis après, j'ai peu été chez Marriott. Mais écoute, c'est très similaire. Pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais écoute, super cool. Alors, merci Valérie. Et puis, j'ai oublié de dire, avant qu'on on donne le micro à notre autre invité qui est aussi très connu, c'est que l'idée de vous inviter, c'est d'avoir, parce que vous savez, on a eu en fait des meeting planners, on a eu quelqu'un qui était dans le recrutement d'hôtellerie. Là, c'est plutôt d'avoir en fait le point de vue des gens qui sont vraiment des hôteliers. Donc, c'était vraiment une autre partie. On fait différents segments et donc, c'était pour ça que vous étiez là aujourd'hui. Alors, donnons la parole à Jean-Cédric. Moi, tu ne me présentes pas du coup. Si, bien sûr. Jean-Cédric, dont les parents ont une boulangerie aux Deux-Sèvres, la meilleure boulangerie donc à Montréal. Et voilà, moi, c'est comme ça que je présente Jean-Cédric. J'adore de la pub pour la famille. Écoute, moi, je suis arrivé il y a 6 ans à Montréal. J'ai un parcours un petit peu différent du parcours classique en hôtellerie. C'est que j'ai fait une école de commerce en France, j'ai travaillé dans le textile avant, je suis parti vivre en Inde et ensuite je suis revenu et puis je suis arrivé à Montréal et là, je viens d'une famille de la restauration et de l'hôtellerie, donc j'ai toujours voulu travailler là-dedans et donc j'ai fait une maîtrise à l'UQAM. Et ensuite, j'ai été embauché à l'Hôtel Gold, qui est un petit hôtel de 30 suites dans le Vieux-Montréal, où là, j'ai tout appris, que ce soit de la coordo, vendre, faire du marketing. Et puis, tu es polyvalent dans un petit hôtel, donc tu touches un petit peu à tout. 2 ans après, on a ouvert le Montville, où là, on a construit tout de A à Z, le parcours client, la stratégie vente, la stratégie marketing, l'équipe.
Et donc, aujourd'hui, je m'occupe des 2 hôtels. Donc, voilà. Ok. Et je dois dire que ton incursion chez Kiabi m'a beaucoup surprise. Et surtout, je me dis, attends, comment tu passes de Kiabi à l'hôtellerie? Ouais, hein. C'est le côté uniforme? Ouais, c'est ça. Non. J'étais dans les achats. Ouais. J'ai toujours aimé le contact client et la négo. Et entre les achats et la vente, c'est quand même le gros point commun. Ouais. Donc voilà. Mais la raison pour laquelle j'étais dans le textile, c'est simplement parce que j'avais fait un stage de fin d'études chez eux et qu'ensuite tout s'est enchaîné super bien. L'expérience en Inde s'est fait aussi grâce à eux. Ok. Donc voilà. Excellent. Bah, écoute, merci aussi pour ta présentation rapide. Pour ceux pour qui ce serait la première fois qu'ils regardent Consulte X IPIB, moi je dis fois IPIB, Fred, en 3 mots, c'est qui? En 3 mots, Frédéric, Awad. je dirais, ouais, Head of Sales, State 22, papa de 2 enfants et très amoureux de sa femme. Donc, voilà. Oh. Mais les choses importantes, c'est ça. Le reste, après ça, on s'en fout. Là. Ouais. Mais non, ben écoutez, merci. En effet, je trouve que c'est intéressant. On voulait vraiment une perspective hôtelière sur ce qui se passe présentement. Et puis, je trouve ça. Je suis content d'avoir une perspective un peu de quelqu'un, Valérie, qui est à Marriott, qui est genre la plus grosse chaîne hôtelière, vraiment une perspective très différente, et faire ça à un indépendant avec Jean-Cédric. Donc, c'est peut-être, je suis curieux de voir si, voilà, si les perspectives sont différentes du point de vue brand versus indépendant. Et si les réflexes sont différents un petit peu. Donc, je vais peut-être vous lancer dans la première question que j'avais, tout simplement. C'est le fait de revenir en arrière un peu peut-être sur des moments qui sont sûrement pas très excitants, ou plutôt un peu douloureux. Mais en tout cas, moi, j'ai des souvenirs très vifs de la première semaine de la pandémie, de passer de ah, ça va super, ben, ça va bien. OK, ça va bien, les chiffres vont bien, on est au-dessus de nos prévisions. 2020 va être extraordinaire, en une semaine perdre, OK, on licencie les gens, est-ce qu'on ferme l'hôtel et tout, etc. De passer de très, en anglais, de très bullish à très bearish, très optimiste à très pessimiste en quelques jours, et que vraiment tout se retourne sur un dixaine, comme on dit au Québec, et pas du bon côté. Je suis curieux de voir un peu ouais, votre souvenir de ça, s'il y a des points marquants, un peu le côté storytelling, des choses qui vous ont vraiment marqué d'un moment qui probablement, en tout cas, va rester avec nous pendant un long moment. Donc, Valérie, si tu veux commencer là-dessus, je suis curieux. Oui, c'est sûr que c'est marquant, on va tous s'en rappeler, puis tout a déboulé tellement vite, de passer à une journée, un mercredi, à avoir un meeting avec des hôtels, de parler stratégie, puis que les chiffres vont bien, au lendemain, que tous les hôtels nous appellent en disant que les bookings sont en train de se faire annuler, des groupes, finalement un hôtel qui ferme, et ça a comme déboulé du jour au lendemain extrêmement rapidement. Je suis curieux, toi, ton côté, est-ce qu'il y a un moment marquant, genre quelque chose, une relation, un statement de dire oh boy, OK, là c'est sérieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du lot de ton côté? Ben, en fait, ce qui était la globalité de la situation, en fait, que, tu sais, des fois, on est pris dans notre propre situation, on est à Montréal, mais finalement, on se rend compte que c'était partout dans le monde. Bon, moi, mes hôtels sont au Québec, partout, Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, mais, tu sais, c'est plus large les États-Unis. De voir comment on est tout le monde dans le même bateau, finalement, différemment, mais dans différentes barques, comme j'aime dire, mais dans la même tempête, mais dans différentes barques, mais en même temps, c'est vraiment spécial de voir qu'on vit tout ça en même temps. C'est plus ça que je trouvais ça frappant. Jean-Cédric, toi de ton côté? Écoute, moi aussi, ça a été marquant au départ. Moi, je revenais de vacances aux Caraïbes le 9 mars pendant une semaine. Okay. Et c'était parce qu'on en parlait déjà depuis le mois de février de la Covid, mais réellement, quand je suis revenu au travail le 10, c'est cette semaine-là où tout a basculé. Tu reviens de vacances, tu es détendu, t'as profité du soleil, et là, d'un coup, tout a changé cette semaine-là. Je me souviens que le week-end d'après, on a passé le samedi et le dimanche à l'hôtel avec l'équipe de direction. Ouais, et c'est aussi dans ces moments-là où nous qui avons vécu une ouverture, on a vécu un dégât d'eau aussi, on a eu 6 mois de report sur notre ouverture d'hôtel. Ouais. On a eu l'impression de revivre un petit peu un moment comme celui-là où, OK,
On ne sait pas où on va, mais il faut qu'on se mobilise et qu'on se mobilise en équipe tous ensemble. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il n'y a personne qui a parlé de quoi que ce soit au niveau des horaires, il n'y a personne qui a dit « Ah non, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ». Tout le monde était là, tous les directeurs étaient là, on était tous en équipe à l'hôtel le samedi et le dimanche à essayer de se creuser la tête pour trouver des solutions et mettre en place des procédures rapidement avec les informations qu'on avait, parce qu'on n'avait strictement rien à ce moment-là. Et voilà, et de ça a découlé probablement un des moments les plus difficiles qui est, mais pour tous les hôtels, je pense, c'est de mettre à pied 80% de ton staff sur les 2 hôtels. C'est terrible. Moi, je l'ai fait avec mon équipe aussi. À ce moment-là, on a fermé le Gold, on a gardé ouvert le Montville. On a enchaîné ensuite avec des taux d'occupation entre 1 et 3%. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun hôtel qui avait prévu. Mais encore une fois, on était au début en se disant, c'est quoi la Covid, ça va durer 1 mois. Moi, je suis là-dedans aussi. Dans un mois, on a tous été en mode déni un petit peu par rapport à cette situation-là, où on était là, ça va pas durer longtemps. On va mettre des procédures temporaires, juste le temps que ça se refasse. Et donc, dans un mois, on est reparti. Et au bout de, je te dirais, un bon mois, mi-avril, on s'est dit, OK, là, c'est parti pour durer longtemps. Et tu vois, ça, c'est parce que l'industrie hôtelière aussi, au même titre que l'aviation, on a été les premiers touchés. Donc, on a été les premiers aussi à voir les effets de ce qui s'est passé. Et moi, j'ai quand même eu une équipe des ventes à temps partiel qui, encore aujourd'hui, enfin moins aujourd'hui, mais qui, depuis le début de la Covid, au lieu de vendre, s'est occupé de faire des reports et des annulations et des remboursements de dépôts. Et c'est un peu paradoxal quand même. Mais ça a été une situation où on avait l'impression qu'on avançait à 2 vitesses, où nous, dans notre industrie, on était déjà au courant de ce qui se passait parce qu'on voyait ce qui se passait en temps réel, mais où tout le reste du monde, finalement, avançait vraiment beaucoup plus lentement face à ça. Et moi, je me retrouvais, tu regardes ton groupe d'amis, tes amis dans d'autres industries, etc. N'étaient pas forcément touchés au même niveau ou à la même vitesse du tout, quoi. Ou même pas du tout. Ou même pas du tout. Mais même pas du tout. Je reviens dans ma vie personnelle. J'ai une de mes cousines. Je lui dis, tu sais, nous, c'est pas très facile. Et là, elle me dit, moi, ça n'a rien changé à ma vie. Je suis là, oh damn. Okay. Puis, écoute, je vais enchaîner avec l'autre question qu'on se posait, c'est que présentement, c'est sûr que on a eu plusieurs fois ce questionnement avec les autres invités. Qu'est-ce qui motive la demande, l'offre? Là, je veux dire, les gens ils voyagent pas trop, et c'est ça. Comment vous vivez ça, vous, individuellement? On va commencer par toi, Valérie. Le fait que la demande n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Comment est-ce qu'il faut attendre qu'elle revienne? Comment est-ce que vous vivez ça? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on attend qu'ils reviennent pour activer? Qu'est-ce qu'on active? Comment vous vivez votre métier actuellement? Je pense qu'il y a plusieurs écoles de pensée, puis il y a plusieurs réalités, puis c'est pas tous les hôtels qui ont les mêmes budgets et reins assez solides pour dépenser en ce moment. Donc, même un hôtel qui croit au marketing, puis qui dit qu'il faut garder ça ouvert, il faut parler nous, malgré la demande inexistante, mais il faut pouvoir la payer. Hein? Il faut pouvoir payer cette tactique-là. Donc, il y a un défi de mentalité, premièrement, parce qu'il y a des gens qui pensent justement qu'il faut attendre que la demande soit de retour pour dépenser. Mais si on demande à moi mon avis personnel… Oui, Valérie. En tant que fille de marketing non biaisé, exactement, ouais. Mais je pense quand même, sans dépenser des centaines de milliers de dollars en marketing, il faut quand même garder une espèce de faut être créatif, on le sait. Il faut demeurer présent dans la tête des gens pour que le jour qu'ils soient prêts à réserver, ils pensent à ces hôtels-là, aux destinations-là. On va y venir plus tard, je pense, mais je pense qu'il y a plusieurs efforts à mettre de l'avant pour changer la perception globale des voyageurs, surtout qu'on attire la clientèle plus transient leisure. Puis qui parle au transient leisure? Marketing! Ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que l'opportunité au marketing est vraiment d'être créative est là. Mais c'est sûr que la demande n'est pas là non plus, c'est sûr. C'est une espèce de… Comment on peut jongler avec des frais fixes qui sont énormes, des dépenses qu'on n'a pas envie de faire, mais vouloir quand même garder une présence active. C'est un peu un bout de… Donc, en fait, ta réponse en résumé, c'est qu'il faut rester présent avec les moyens du bord. Oui, être créatif ou faire des partenariats, il faut vraiment penser différemment. OK. Et toi, Jean-Cédric?
Moi, je suis d'accord avec Valérie. Quand on revient sur la demande, c'est clair que tant que l'aéroport et tant que le palais des congrès ne sont pas ouverts, on ne peut rien faire. On l'a vu sur les 4 derniers mois. Nous, de notre côté, on a mis un certain nombre d'actions en place pour aller chercher la clientèle locale. La vérité, c'est que tu ne remplis pas tes hôtels avec la clientèle locale. Mhm. Tu as besoin d'aller chercher les autres provinces, mais tu as besoin aussi d'aller chercher les États-Unis et l'international. À partir de là, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec entre 3 et 5% de taux d'occupation, c'est très compliqué d'aller dépenser de l'argent en marketing. Maintenant, moi, je pense comme Valérie en disant il y a des opportunités en marketing. Il faut faire avec les moyens du bord, mais les moyens du bord, c'est être créatif, c'est être flexible, c'est être agile. Et c'est pas simplement du pay-per-click ou du SEO. C'est vraiment aujourd'hui, moi en tout cas, je pense vraiment, depuis la pandémie, pour moi, ça a été une opportunité unique d'aller repenser tout le parcours client de chacun de mes hôtels et de le remettre à plat, de décomposer aussi ton bâtiment en disant qu'est-ce que tu as dans un hôtel. Tu as un quai de chargement, tu as un service de dry cleaning, tu as un restaurant, tu as un bar, tu as du potentiel de potentiellement sortir de tes murs. Et plus simplement, Accor le fait. C'est ce que j'allais dire, ouais. Accor, ils le font, ils sont sortis de leur mur, ils proposent des services aux habitants du quartier, que ce soit le gym, que ce soit les accès aux salles de réunion, de la livraison de nourriture. Donc aujourd'hui, il y a des opportunités de sortir de tes murs et d'aller trouver d'autres sources de revenus. Pour moi, ça, c'est une des opportunités qu'on a aujourd'hui en tant qu'hôtelier, c'est de se remettre en question sur notre propre modèle d'affaires. La deuxième chose, c'est par rapport au parcours client et donc à l'expérience que tu proposes. Je pense que l'industrie hôtelière, mais du tourisme en général, est très en retard par rapport au retail. Tu le vois avec un Amazon, par exemple, qui, lui, en termes d'expérience utilisateur et d'expérience d'achat, est extrêmement avancé. Et aujourd'hui, dans l'hôtellerie, le problème que tu as quand tu réserves une chambre, c'est que d'un site à l'autre, c'est différent. Il faut re-rentrer toutes tes informations personnelles, tes informations de carte de crédit, etc. À moins que tu sois chez Marriott et que tu aies l'application. Mais en gros, aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu repenses à ton propre mode de fonctionnement dans ton hôtel, comment est-ce que tu optimises ce que tu fais et ce que tu faisais pour être plus efficace dans le futur, parce que tu sais, on parle de couper les coûts fixes. Mais couper les coûts fixes, ça va aussi avec comment se poser la question, comment est-ce qu'on fait mieux avec moins. Productif. Tu es plus productif, tu augmentes la productivité de toutes tes actions. En fait. Et à partir du moment où tu fais ça, tu es capable d'aller faire plus avec moins. Nous, aujourd'hui, on est présent toutes les semaines sur tous les réseaux. On a des actions marketing qui sortent régulièrement, mais elles sont liées à la stratégie aussi qu'on a en place, à l'expérience. Et je pense qu'aussi, si on va dans le détail après, mais au niveau d'une stratégie marketing, au lieu de penser par rapport au avant, pendant, après classique, aujourd'hui, je pense qu'il faut, et encore une fois, il y a 10 000 réalités différentes, mais aujourd'hui, on est plus dans une réalité qui est en train de se tourner vers l'expérience. Et donc, tu prends une expérience et tu la décomposes à l'intérieur et tu vois comment est-ce que tu es capable de bien l'offrir à la cible de clientèle que tu vas aller chercher. Et ça ne nécessite pas forcément des investissements énormes aujourd'hui pour faire ça. Rien qu'une page Instagram, une page Facebook, un site web correct et une image de marque, un brand qui est bien établi, ça déjà, ça nécessite pas forcément énormément d'investissement, mais c'est déjà là-dessus qu'il faut être capable de créer une cohérence à travers les éléments de ta marque pour que le client il comprenne chez qui il va et pourquoi il y va. Complètement. C'est un super point, en fait, aussi au niveau de vraiment prendre un virage beaucoup plus digital dans l'hôtellerie. Je fais écho que je pense que ça a quand même beaucoup changé depuis que j'ai commencé il y a comme 15 ans dans l'industrie, là, mais je pense qu'on est quand même très en retard sur beaucoup d'autres industries et que le COVID expose cette faiblesse un petit peu jusqu'à un certain point. Je vais juger un peu, je pense que ce retard est aussi dû aux ressources humaines qui étaient en place aussi dans cette industrie-là. Et que les ressources humaines qui en font que, évidemment, là, il y a énormément de mises à pied qui ont été là. Et ça aligne à ma prochaine question. Je veux dire, évidemment, moi, j'en connais plusieurs qui activement ont décidé de, je vais laisser tomber un peu à court, moyen terme l'industrie, pas juste l'hôtellerie, genre voyage,
tourisme, n'importe quoi, tout ce qui est autour, tout ce qui est connexe à notre industrie. Là. À dire, je vais aller voir ailleurs pour du e-commerce, pour whatever, tout ça, des choses qui sont beaucoup plus à court terme, en croissance. Est-ce que tu vois ça comme, est-ce qu'on voit ça comme une opportunité de peut-être, genre, quand ça reprendra, je pense que ça va reprendre, aller chercher du talent nouveau qui est peut-être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus porté sur tout ce qui est digitalisation, ou c'est un threat, une menace, parce que dans le fond, ben là, on perd des talents qui vont être durs à remplacer quand le besoin sera là. Est-ce que c'est un peu des deux? Je suis un peu curieux de savoir un peu, commencer par Valérie, ta perspective sur le challenge RH qui se passe présentement. Tellement à l'opposé de ce qu'on vivait avant, le manque de main-d'œuvre, puis là, on se retrouve à fou, hein? Des milliers de personnes, des millions de personnes presque dans l'industrie hôtelière, voyage et tout. Tu sais, on va être super honnête, même moi, sans emploi encore, ben temporairement. Je me pose la question, on ne veut pas de me dire, OK, est-ce que ça vient par l'esprit? Parce qu'on c'est normal. on va se le dire, la lumière au bout du tunnel n'est pas super présente. Hein. On ne voit pas les taux d'occupation qui vont remonter à court terme. Fait qu'on se dit, OK, la question, je pense que tout le monde qui ont perdu ou non son emploi se sont posé la question. Est-ce qu'on a des comptes à payer? Parce qu'on a, la vie continue. Bon, moi, j'en suis dans la conclusion que c'est un domaine que j'aime. Je ne suis pas prête à mettre un X là-dessus. Mais je pense que plusieurs personnes, peu importe les niveaux de carrière, que ce soit des exécutifs ou postes d'entrée, peu importe, tout le monde a eu une réflexion par rapport à ça en parlant à différents collègues de l'industrie. Fait que je pense que c'est un mix des deux, comme tu as dit, un mix de oui, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont quitter l'industrie pour faire autre chose, transférer leurs compétences ailleurs, puis quand ça va repartir, la machine, est-ce qu'on va revenir aux problèmes de main-d'œuvre qu'on avait avant? J'espère que oui, hein? Ça serait une belle nouvelle. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher du sang neuf aussi? Ça pourrait être bien aussi. Je pense qu'il y a un mix de tout ça. Mais j'ose espérer que ceux qui vont rester, tout le monde que la passion, la fibre hôtelière, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont déjà sortis pour en revenir. Quand on a dans le sang tout ce qui est hospitalité, hôtellerie, meeting, événementiel, c'est difficile de le quitter. Fait que je pense qu'il y a plein de gens qui vont quitter temporairement aussi. Fait que c'est difficile à prévoir, mais je pense que c'est une réflexion qui se passe tant au niveau des employés que des employeurs. Là. Il va y avoir un shift qui va se faire dans les prochains mois. Si je peux me permettre, c'est sûr qu'il y a le côté main-d'œuvre, mais il y a aussi le côté façon de travailler. Parce que, tu sais, quand tu dis, Fred, et toi aussi, Jean-Cédric, tu sais, l'hospitalité, le domaine du voyage, parfois, c'est un peu en retard par rapport à la digitalisation, à la façon, juste à la mentalité. Et moi, je sais que quand je suis sortie de l'hôtellerie, pour y retourner à mon compte, on va dire, moi, c'est quelque chose que je trouvais qui était dommage, c'est que j'avais l'impression que c'était un domaine excusez-moi le terme, un peu arriéré. C'est-à-dire que, tu sais, là, tu travailles above property, tu es capable de travailler de la maison. Les gens, même en hôtellerie, ils sont en train de se rendre compte que, tu sais quoi, les gens qui travaillent de la maison, ils travaillent aussi bien et ils travaillent fort. Alors qu'avant, c'était mal vu, c'était mal regardé. Donc, je me dis, oui, tu sais, c'est sûr que ça expose les faiblesses. Mais ça permet aussi, et c'est ce que Jean-Cédric a pris comme opportunité, de remettre à plat la façon de travailler, la façon de penser, comment est-ce qu'on fait travailler les gens, dans quel environnement, quelle flexibilité on donne. Donc là, non seulement il faut être agile avec le produit qu'on a, mais il va falloir être agile avec les gens qu'on va embaucher et que effectivement peut-être c'est pas des gens qui ont une expertise en hôtellerie ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je veux dire, quand tu vois on va dire certains hôtels de Montréal qui ont pris le virage de on fait moitié hôtel et moitié logement à louer. Là, les hôtels pourraient très bien faire je suis un hôtel avec certaines chambres, ce sont des bureaux. Et la personne qui est dans le bureau bénéficie du service à l'étage, du gym, de ci, mais sauf que c'est son bureau qui peut même dormir dedans, tu vois. Donc, faire la sieste. C'est vrai, mais comme tu dis, il y a une opportunité à RH de revoir la structure, même RH, tu sais, les postes classiques, là, tu sais, on le sait, la structure d'un hôtel reste sensiblement la même selon le nombre de chambres, mais elle peut changer. Il y a de nouveaux postes qui peuvent être créés, des façons de travailler qui peuvent être différentes. Oui, puis je vais te donner après la parole, Jean-Cédric, mais nous, au Novotel, quand on faisait on avait refait nos bureaux et on nous avait transférés dans des chambres d'hôtel. Et écoute, c'était vraiment le fun parce que il y avait 2 personnes par chambre et écoute, le fait d'avoir accès
à la lumière, tu as ta salle de bain. Tu sais, je veux dire, ça change l'expérience de travail. Donc, non seulement il y a l'expérience client, mais comme là, on parle des ressources humaines, il y a l'expérience employée. Dans quel environnement? Et je trouve que travailler, même si je ne travaille pas pour l'hôtel, si mon bureau est dans un hôtel et que j'ai accès à des services et que je peux appeler le petit robot qui me monte mon lunch que je n'ai pas besoin de préparer et que quand j'arrive dans mon bureau, j'ai une salle de bain pour me doucher après mon exercice, alléluia! Non, mais attends, moi, c'était un de mes critères. Hein, c'était avoir une douche sur l'endroit de travail. Ok. Donc là, j'ai trouvé l'endroit, c'est chez moi. Mais sinon, tu vois? Sinon, ben, j'ai ouï dire qu'il y a un hôtel du centre-ville qui a essayé de reconvertir certaines de ses chambres en espace de bureau. Ouais. On lui donne la parole pour qu'il puisse se plugger. Bien joué. Bien joué, bien joué. Belle transition, Fred, merci. Fred est consultant Monville à temps partiel. Mais pour revenir sur cette problème, moi, je trouve, et puis je vais lancer un appel là, à l'industrie, mais je trouve qu'on manque cruellement de personnes qui inspirent justement à ces problématiques-là. C'est que si jamais, puis c'est un risque inévitable, je pense qu'il y a un peu des deux, évidemment, comme on a tous dit, sur oui, il y a des personnes qui vont quitter, il y a des personnes qui vont rester, et on s'est tous posé la question, même moi, est-ce que dans 6 mois, j'ai encore un job s'il y a une deuxième vague? C'est clair. Donc, j'en sais absolument rien aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est d'avoir des personnes de l'industrie comme vous, nous, d'autres personnes, des spécialistes de l'industrie, qui soient capables aussi d'inspirer et de rassurer les personnes qui travaillent dans cette industrie en disant qu'il y a des opportunités, en disant qu'il y a tellement de problématiques et tellement de choses qui sont en train de changer que c'est aussi une opportunité pour ceux qui vont rester, puis pour ceux qui vont travailler, continuer à travailler dans cette industrie, d'être aussi les leaders de demain de cette industrie. Puis moi, j'en ai à l'appel des exemples. Aujourd'hui, tu sais, la formation des employés en opération, je parle avec une start-up au MT Lab qui s'appelle Happy Hotel. C'est cette start-up-là a créé des expériences en réalité augmentée pour aller former les employés en restauration, en réception, housekeeping, etc. Parce que la réalité qu'on s'est rendu compte dans un hôtel, c'est qu'en général, les employés aux opérations sont formés sur le tard. Quand ils arrivent dans l'hôtel, ils commencent à travailler la première journée et boum, ils sont formés. Tu as des opportunités là avec la technologie qui existait avant, mais la Covid est peut-être un accélérateur là-dessus. Ensuite, toutes les procédures sanitaires d'un hôtel. Comment est-ce que tu fais pour créer un environnement chaleureux, une expérience, un souvenir, une émotion dans un hôtel qui ressemble à un hôpital? Ça s'appelle hospital. C'est ça, c'est quasiment ça, quoi. Très vrai. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour ça? Est-ce que, mais c'est pas que pour les hôtels d'ailleurs, hein, c'est pour aussi les restaurants, les bars, toutes ces expériences-là où c'est censé être un moment de détente, même quand tu viens pour le travail. Parce que tu sors de ta journée de travail, tu retournes à ton hôtel, c'est pour te détendre quand même, c'est pour te changer les idées. Donc, tu as toute cette partie-là aussi à repenser. La gestion des revenus, l'allocation des revenus, le marketing expérientiel, les meetings hybrides. Comment est-ce qu'on va gérer cette partie à la fois virtuelle et cette partie sur place? Comment est-ce qu'elle va être monétisée? Comment est-ce qu'elle va être adaptée aussi aux hôtels? Donc, je pense qu'il y a plein d'opportunités aujourd'hui. Moi, je reste assez positif parce que je trouve que il y a des super belles choses à faire dans le futur. Malgré tout, ça va être de se dire encore une fois à quel point on va être capable de tenir sur le long terme. Il va falloir qu'à un moment donné, ça reprenne parce qu'on n'est pas fait pour survivre à 3 ou 5% de taux d'occupation. Ça ne marchera pas. Non. Donc, ouais. C'est clair. C'est clair. Ben, écoute, ça amène on a répondu sur la question d'avant un peu dans là-dedans, donc vous allez à la prochaine directement. Et c'est ce que tu avais. Ce que tu parlais un peu, Valérie, plutôt au niveau du leisure et du business travel. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de gens qui font, ça s'appelle du crystal balling, qui regardent leur boule de cristal et tout, etc. Et puis ben, on le voit à court terme, du moins, il y a une certaine résilience de la part du tourisme, du leisure, le tourisme d'agrément, pardon, c'est le bon mot en français, mais évidemment qui est différent, qui est très local, on ne parle pas d'international. Et puis les prévisions sont que le tourisme d'agrément international ouvrira et risque de reprendre beaucoup plus rapidement que le tourisme d'affaires. Je comprends tout à fait le pourquoi il y a cette perception-là et je ne pense pas que c'est faux, mais je trouve ça quand même intéressant et apeurant qu'on est prêt à enterrer la valeur de faire des affaires en face à face à travers Zoom aussi rapidement. Je pense que oui, c'est un Zoom ou n'importe quoi, c'est un bel outil. Est-ce que ça remplace?
100%, je ne sais pas. Voir votre perception là-dessus, parce qu'évidemment, un hôtel tourisme, pas de tourisme d'affaires en plein cœur d'une ville, c'est un peu un problème. Donc, on va voir un peu vos perceptions là-dessus, votre propre boule de cristal ou vos propres idées sur cette problématique-là. Consultation gratuite. J'ai eu un appel Comment aujourd'hui, tu sais, nous voudrions vous dire votre astrologie. Alors, écoute, vas-y. C'est ça. Écoute, comme tu l'as dit, hein, on n'a pas de boule de cristal. Je pense qu'on a changé de plan d'action 173 fois depuis le début de la Covid. J'en en fais plus d'ailleurs en ce moment. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai des hôtels dans lesquels je travaille, on n'est pas une destination léger. On est une destination asso et corpo. Aujourd'hui, sans ces deux marchés-là, on ne remplit pas nos hôtels. On le voit hein, aujourd'hui, en réalité, ceux qui viennent à l'hôtel, il y a un petit peu de corpo, un petit peu de gouvernement, il y a un petit peu de léger local, mais tout est ultra local. Et ça prend pas, ça remplit pas. Bon, il y a aussi l'effet épicentre Montréal, l'effet absence de festival, absence d'événements, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs liés à ça. Mais aujourd'hui, nous, en discutant avec nos clients, je pense qu'en fait, et ça c'est mon avis personnel, mais en questionnant, c'est que oui, les bureaux dans les centres-villes et au centre-ville de Montréal vont être lâchés temporairement parce qu'ils sont plus capables de payer leur loyer en ce moment. Et donc, les gens vont travailler de chez eux. Par contre, la répercussion que ça risque d'avoir, c'est que les gens se rencontrent plus souvent en groupe et donc dans des hôtels, dans des salles de réunion, etc. Intéressant. On a beaucoup de demandes de petites réunions en ce moment sur les deux hôtels. Et sur des gros événements, moi, je pense que ça va être la répercussion qu'il va y avoir aussi, qu'il va y avoir une volonté de se retrouver. Moi, je ne crois pas à des échanges commerciaux virtuels. Je pense qu'à un moment donné, tu as besoin de rencontrer la personne en face de toi. Tu as besoin de créer ce lien de confiance avec la personne qui est en face. Et que oui, les réunions virtuelles sont sympas. Je préfère ça à la limite qu'au téléphone. Mais par contre, derrière, quand tu veux conclure un deal ou quand tu veux créer une relation à long terme avec quelqu'un, il y a rien qui bat la rencontre en personne. Donc voilà, je pense que oui, il y a un shift on est au bureau tous les jours, mais par contre, ça va transformer ça vers des réunions plus régulières. Et après, on verra avec l'ouverture des frontières. Mais ça, c'est sur la partie petite réunion et sur la partie congrès, événement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a surtout beaucoup de reports plutôt que des annulations. Les gens veulent reporter, les gens veulent faire leurs événements, maintenir leurs événements. Maintenant, je te dirais que ce qui fait en sorte que on n'a pas de visibilité, c'est aussi parce que la situation est tellement incertaine. Ouais, les assurances couvrent pas les voyages. Les aéroports sont fermés. La situation avec les États-Unis potentiellement va durer jusqu'à l'été 2021. Donc, c'est plutôt ces éléments-là qui vont dominer sur les gros événements et sur les rencontres que génial, on est en virtuel, maintenant on va garder le virtuel. Je pense que… Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que je parlais à une planificatrice hier en fait et c'est le même discours. C'est les gens ont besoin en fait à chaque fois, tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'on a des invités, c'est tout le monde a à peu près le même discours. Puis tu sais, je veux dire, si tu fais un parallèle avec les rencontres, on va dire les rencontres amoureuses, oui, tu te rencontres virtuelles, mais à un moment donné, il faut que les gens se rencontrent en vrai. Non, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, consommer l'amour. Oui, mais là, pour faire le contrat, il faut se rencontrer. Tu vois, il n'y a rien comme le contact. Mais pour revenir à ce que la madame et moi, on discutait hier, c'est que vraiment, c'est des événements plus petits, mais plus souvent. Donc, parce que c'est plus facile à contrôler. Tu vois. Alors, je pense que… en fait, j'en parlais même avec Michel. Il me dit, mais tu crois que les choses vont… Je dis, non, les gens, ils vont vouloir continuer de se rencontrer. C'est juste que maintenant, OK, toi, finalement, ta salle, tu vas vraiment être capable de la louer 2 fois dans la journée et peut-être 3 fois. Tu sais, je veux dire, parce que c'est juste plus facile, tu vois. Donc, en tout cas. Toi, Valérie, toi, là-dessus?
Mais ça évolue très rapidement. C'est drôle parce que si on recule à mars 2020, je me disais, le premier marché qui va venir, ça va être le business travel. Tu sais, je me suis dit, les gens vont être tannés de leur meeting virtuel, ils vont avoir hâte de se revoir en personne. Donc, le premier segment qui va revenir, puis il y a plusieurs articles même de spécialistes qui disaient justement que le BT individuel, pas groupe, mais le voyageur d'affaires va venir en premier lieu, puis on voit que c'est le dernier sûrement à revenir finalement. Les loisirs locaux, le loisir local en premier, après les petits groupes. Je suis d'accord avec vous, je pense que justement parce que les bureaux sont vides, puis le besoin d'avoir une proximité, de se voir en personne, de pouvoir, ne serait-ce faire qu'un petit 5 à 7 ou rencontre sociale à distance, se fait sentir. Fait que c'est clair que c'est une industrie, des petites réunions va revenir tranquillement, mais le voyageur d'affaires classique perd plus. On le voit, les politiques, plus les grosses compagnies, je pense, les plus grosses corporations, ceux qui ont vraiment un travel manager, ceux qui ont vraiment là, une politique interne de voyage à faire, ça va être les derniers parce que c'est carrément défendu pour diverses raisons. Ils ne veulent pas mettre la santé de leurs employés en péril, etc., etc. Donc, peut-être que les plus petites PME, des voyages Québec-Montréal, des rencontres vont revenir. Les compagnies qui n'ont pas de politique interne de voyage d'affaires, mais les plus grandes compagnies, ça va prendre du temps. Moi, je suis assez Excuse-moi, Fred. Vas-y. Bon, vas-y. Je pense, c'est quoi, ça se peut sur la même chose. Moi, je suis un peu cynique sur quand j'entends. Peut-être je suis. Ouais, peut-être pas parano, mais bon. Je veux dire, par exemple, les grosses compagnies qui annoncent que, genre, OK, on ferme, pas de voyage pour le reste de l'année, au moins 2020, et tout, etc. Je pense que, d'abord et avant tout, il y a clairement un aspect protection des employés et c'est très à fait justifié. Évidemment, ce qu'ils ne parlent pas, c'est, je veux dire, évidemment, eux-mêmes sont peut-être challengés financièrement. C'est que beaucoup de ces compagnies-là, et là, je pense, pas les compagnies tech, mais les compagnies de consultants, et tout, etc., de audit comptable, leur budget voyage, peut-être leur deuxième compte de dépenses après les employés, comme après le salaire des employés. Donc, c'est des énormes dépenses. Je pense à un KPMG, là, au hasard, pour le nommer. Le quantité de voyageurs qu'ils envoient et leur budget voyage doit être absolument astronomique. Donc, c'est une manière très politiquement acceptable et justifiée de dire, genre, je coupe le voyage pour l'année, je protège mes employés, et c'est vrai, tout à fait d'accord, et en même temps, je me protège financièrement de mon deuxième plus gros taux de dépenses. Donc, je pense qu'il y a que cet aspect-là aussi à ne pas oublier. Et je pense que c'est ce dernier qui va revenir parce que justement, il y a des gens dans ces entreprises-là qui sont assez intelligents pour réaliser surtout le profil financier, là, je généralise, qui va être capable de voir très clairement, on est capable de fonctionner sans ce compte de dépenses. On est capable de fonctionner en sauvant, je ne sais pas, là, de 250 millions de dollars par quart. Et donc ça marche. Donc, on ne retourne pas là-bas. Et je pense que le grand danger du Zoom téléconférence, c'est que oui, ça marche, évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire des affaires par téléphone et par Skype ou par Zoom, des choses comme ça. Mais maintenant, est-ce que c'est aussi efficace que le faire en face à face? Évidemment, je suis biaisé, je suis dans le voyage, mais je pense que ça ne l'est pas du tout. Et je pense qu'il y a quand même des compagnies qui peut-être vont être pas les premières, mais sont plus rapides à revenir, à re-engager sur le voyage d'affaires, le BT Transit. Je pense risque de gagner beaucoup en termes de part de marché parce que je pense que c'est ça, il n'y a pas du tout la même valeur en termes de connexion humaine que de faire un Zoom, comme tu as dit, que de faire du face-à-face autour d'un lunch ou autour d'une bière. Et je pense que ça va vraiment dépendre aussi de l'industrie. Une industrie comme la tech, où la culture de l'entreprise depuis le départ, c'est d'avoir des employés à travers le monde qui ne se sont jamais rencontrés, qui sont capables de travailler avec les technologies qu'ils ont à disposition avec eux, va faire une annonce coup de poing comme des Shopify, des Facebook, des Google, des Microsoft, et qui vont mettre de l'avant en disant pendant l'année qui vient, on ne se déplace plus, chacun reste chez lui. Il y a aussi un aspect derrière, on va rassurer nos actionnaires et la valeur de notre action à travers cette annonce-là, où ils vont faire attention à ça aussi. Mais je pense que c'est aussi voué à évoluer très rapidement. Si demain tout se réouvre, ils vont aussi être capables. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas l'inverse avec une annonce en disant on réouvre tout, tout le monde revoyage? Je pense que ça dépend vraiment de l'industrie. Moi, dans mon cas, depuis le 1er juin, j'ai ramené mon équipe des ventes à temps plein.
En plus de ça, 2 jours par semaine, on est à l'hôtel. Et la raison pour laquelle, et moi aujourd'hui, je trouve que le meilleur fonctionnement qui soit pour moi, et puis pour l'équipe, c'est ce mix, cet aspect hybride entre être chez soi et être à l'hôtel aussi. Parce que quand on est sur place là-bas, l'air de rien, le fait de se rencontrer, le fait de se voir individuellement avec l'équipe ou en équipe et avec les autres départements, ça permet d'avancer beaucoup plus vite sur des prises de décision. Alors que quand tu es chez toi, tu as le temps de faire quelque chose en 4 heures qui t'aurait pris 18 heures à l'hôtel parce que tu étais déconcentré par des personnes qui viennent te voir tout le temps. Pour l'exécution, c'est mieux chez toi. Ouais. Complètement. Moi, je suis le premier à être déconcentré sur un open space toute la journée. Et je trouve que voilà, le fait d'avoir ce mix-là où tu te réserves ces jours chez toi pour te concentrer sur tes projets. Et quand tu es à l'hôtel, tu te concentres sur les prises de décision et les choses qu'il faut faire avancer, les signatures de contrats, les décisions stratégiques, etc. Je trouve que c'est un super mix. Ben écoute, le voyage d'agrément, je veux dire, comment tu sais, côté marketing, comment on le restimuler? Est-ce que l'hôtel à court, moyen terme doit se réinventer comme vraiment l'hôtel, du moins du centre-ville de Montréal, doit devenir vraiment un B2C company? Parce que vraiment, l'hôtel du centre-ville, c'était un B2B company principalement. Et comment on fait ce pivot-là? Quelles sont les pistes? J'imagine que c'est quelque chose qui doit être un peu pertinent dans ta réalité, Jean-Valérie. Quelle grosse différence tu vois dans une mise en marché pour un hôtel si on doit aller presque exclusivement sur du B2C? Moi, je pense que la clé là-dedans, là, pour aller chercher de l'agrément, ça va être de travailler ensemble. Quand je dis ça, c'est que les autres, parce qu'il y a pas un problème. Tu sais, on va s'entendre que Montréal, à la base, les Québécois hors Montréal, ils n'ont pas le réflexe hors COVID. Vraiment pas. Dire, okay? Vraiment pas. On pense avant, pré-COVID, là, on pense aux campagnes de Tourisme Montréal qui ont fait dans le passé des campagnes de séduction avec Québec et tout. C'est toujours été un défi pour Montréal. Fait que là, en temps de COVID, alléluia, les centres canadiens de la COVID, allô. Fait que c'est sûr que pour Montréal, je pense qu'ensemble, les hôteliers, pour aller chercher l'agrément, tu le dis aussi, Jean-Cédric, il faut vraiment voir les expériences, faire vivre des expériences, puis de vraiment déconstruire un peu la façon qu'on a de vendre nos hôtels, puis la destination. Puis un Montréalais, comme quelqu'un qui vit sur la Rive-Sud ou à Québec ou à Tremblant ou au Saguenay, pourquoi irait à Montréal en ce moment? Il faut y penser. Je pense que tout le monde le fait déjà. Là. Je ne réinvente pas la roue. Non. Il y a un sérieux travail de le revoir puis de travailler ensemble, pas comme des hôtels compétiteurs. Comment il y a un message? On revient aussi aux côtés des budgets. Je suis fatigante avec ça, là, mais on sait que les frais fixes puis les hôtels n'ont pas d'argent. Puis on sait que si la situation à des 3-5% d'occupation s'étend jusqu'en 2021, c'est pas super positif. Fait que je pense comment on peut, pour avoir une force marketing, c'est beau avoir des idées créatives des bureaux dans les chambres ou une expérience X ou un forfait super wow, mais comment on communique? Comment on va parler à Ginette, à Brossard, qui travaille en pharma, qui est hors industrie, qui n'est pas au courant de ce qui se... Fait que pour pouvoir y parler à excusez-moi, je parle de Ginette de Brossard, ça semble tellement... Non, mais je comprends. Comment on push? Parce qu'on est habitué à Paul. Ouais. On est habitué à Paul, il faut push. Marketing pour aller y parler à Ginette. Fait que je pense en jumelant des forces, que ce soit entre hôtels ou des partenariats stratégiques, des échanges, comment on peut positionner, faire rayonner la ville pour que les gens... de voir différemment le marketing. Parce que si chacun y va de façon comme ça, individuelle, ça va être beaucoup plus long à changer la perception, selon moi. Mais quel est, à ton avis, dans ce que tu dis, le rôle de Tourisme Montréal là-dedans? Il y a des choses, tout le monde essaie des choses en ce moment. Toutes les compagnies essaient des choses. Il y a une campagne qui est faite en ce moment, on l'a vu un peu, un peu séduction, les espèces de prints dans les trottoirs, de la romance, faire vivre ça. Ils essaient des choses, mais je pense qu'il faudrait que tout le monde, que le message soit le même de tout le monde. Que tout le monde travaille ensemble dans cette perfection-là. Est-ce qu'il y a un message radio qui est déployé? Est-ce que de le voir at large, ça coûte moins cher aussi à chaque individu ou à hôtel? C'est clair. Puis,
Je pense que, puis on en a discuté sur les dernières semaines, moi avec Tourisme Montréal, avec d'autres hôtels. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, comment est-ce que tu justifies de venir découvrir Montréal ou redécouvrir Montréal? Parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'événements ou de festivals, il y a plein de choses à faire à Montréal. Et le fait de s'associer à d'autres hôtels, à des activités, tu peux mettre de l'avant, et on ne s'est jamais posé la question parce que le marché hôtelier à Montréal fonctionnait bien, on travaillait chacun de notre côté, malgré une certaine collaboration. Mais aujourd'hui, il y a une opportunité parce qu'on n'a pas tous les mêmes cibles de clients agréments. Tu vois, je donne l'exemple du Bonaventure versus le Montville. Le Bonaventure va aller chercher des familles avec sa piscine extérieure, alors que moi, je vais aller chercher plutôt une clientèle individuelle parce que j'ai pas de chambre à 2 lits, j'ai pas de piscine, mais par contre, j'ai des activités en partenariat avec ça, avec le Musée des Beaux-Arts, avec les spas, etc. Donc, comment est-ce que tu fais pour créer une espèce d'expérience destination avec des offres combo, avec plusieurs hôtels, avec plusieurs attraits, pour créer finalement une espèce de, on en revient au staycation, là, mais de venir se découvrir, redécouvrir ta ville à Montréal. Parce que quand tu parles des hôtels au Montréalais, à part les gros brands qui vont connaître parce qu'ils les ont vus ailleurs, ils connaissent pas les hôtels de Montréal. Ils connaissent pas les hôtels de Montréal. On va pas au restaurant dans un hôtel à Montréal, alors qu'on va dans un restaurant d'hôtel à New York. Ouais. C'est trendy d'aller dans un restaurant d'hôtel à New York, ça l'est moins à Montréal. Comment est-ce qu'on change cette perception-là de toutes les activités qu'on est capable de faire découvrir aux Montréalais? Ça, c'est clair que c'est une opportunité. Pas évident quand même. Hein. C'est vraiment un repensement total et c'est changer des perceptions. Pas du jour au lendemain, en général, que ça arrive. Ouais. Et après, c'est de voir en termes de volume, qu'est-ce que ça va représenter parce que… Ouais, c'est une très bonne question, ça aussi. Ouais. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça vraiment à fond ou tout ça pour aller se rendre à 20% d'occupation? Je sais pas, j'ai un chiffre au hasard là. Ben, ce serait mieux qu'aujourd'hui. Hein. Exactement, voilà, le progrès est là. Juste rapidement, un truc super intéressant, tu as dit le mot activité. Je veux dire, c'est sûr que, bon, on n'est pas juste à Montréal, c'est tout, mais nous, c'est ce qui lead la reprise chez nous sur un trait global, mais c'est vraiment le tourisme d'activité, le voyage pour aller visiter des musées, une activité, tu sais, le voyage pour aller faire les meilleures randonnées dans le Charlevoix, les meilleures places de surfing en Californie. Fait vraiment tout ce qui est outdoor un peu plus que indoor, mais intérieur plus qu'extérieur. Mais quand même, c'est le même concept. Je pense qu'il y a énormément d'activités à faire. Les gens doivent quand même trouver des choses à faire quand tu es en vacances. Le divertissement reste un besoin humain, je pense. Puis je pense que tu l'as bien dit là, promouvoir les activités. Les gens choisissent les activités en premier et la destination après. Présentement. C'est le behavior que l'on veut en anglais. Parce qu'on le comportement que l'on voit. On a été enfermés pendant 4 mois. On a besoin d'avoir du fun, on a besoin de s'éclater. C'est l'été et on n'a pas les festivals pour ça. Il faut qu'on puisse s'éclater un peu là. Exactement. Donc c'est vraiment un changement de comportement, en tout cas qu'on voit nous sur nos cartes là. C'est genre le choix de l'activité qui dicte le choix de la destination. Alors que dans le passé, c'était beaucoup l'inverse. Maintenant, ça va tenir après. À voir. Excellent. Sur ce, ouais. Moi, je vais devoir vous laisser. Qu'attendons-nous? on est pile poil dans les temps. Hein. Ouais, tu as vu ça, franchement, super excellent. Fort, super fort. Ouais. Excellent. Ben, merci à tous en fait d'avoir participé. J'espère que vous avez aimé votre expérience. Votre expérience. C'est vraiment une bonne idée ce que vous avez, ce que vous faites. Oh, c'est Fred. Hein. C'est top. Mais Fred, comme toute chose, pourquoi faire quelque chose soi-même quand quelqu'un d'autre peut le faire pour soi? Donc, j'ai Zigvé qui est là pour faire tout le boulot que moi, je suis vraiment mauvais à faire. C'est-à-dire tout le côté web, édition, mettre en ligne et tout, etc. Et elle le fait super bien. Donc, merci. C'est bien, hein, des petites tables comme ça. Bah oui. C'est beau. Yes. Bon, écoutez, on est quel jour? Jeudi? Ouais. Vous savez qu'est-ce que je dis le jeudi? Jeudi, oui! Et moi, je vous dis, demain, je suis dans l'avion pour la France. Non! Oh, tu y vas? Je pars 2 semaines en vacances. J'ai dit, j'y vais. Allez, go.
Et tu reviens faire ta quarantaine après. Et je reviens faire ma quarantaine. Ouais, Donc, j'ai même été surclassé en première, étant donné qu'on est 20 dans l'avion. Oh, écoute, t'as vraiment de la chance. La classe! Hey, la classe! OK, moi, je vais vous dire un truc. Je n'avais décidé de ne pas aller en France et de toute façon, on a reçu que notre vol était annulé. Merde, ouais. Alors, écoute, hein. Mais en tout cas, bon voyage. Ben Merci, oui, profite bien. Ouais. Valérie, Jean-Cédric, vraiment merci beaucoup. Je trouve ça super cool. Je sais que vous êtes tous plein de choses à faire dans votre vie. Et puis, je trouve ça cool que vous venez contribuer à nos efforts. Merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de voir Valérie. Valérie, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Ça fait trop longtemps, là. Ben oui. Je pense que je vais repasser dans le coin. Ouais, repasse dans le coin, ouais. Le contact visuel en personne, ça fait du bien. Exact. C'est ça. C'est ça. Ciao, guys. Bye. Bye.